André Bazin disait qu'il... Non mais putain, c'est pas possible, c'est trop tôt. Fait croquer, deuxième épisode. Il s'appelle Aurel Sveg. Il a une chaîne YouTube, c'est un youtubeur et il a cette particularité de s'intéresser aussi au doublage de films. D'ailleurs, dans cette chaîne où vous retrouverez le lien dans les commentaires, eh bien vous verrez, il y a des interviews comme ça avec des acteurs et actrices du doublage. Alors, on voulait le rencontrer, discuter un petit peu avec lui. C'est un personnage assez lucide, tout comme Reg, mais différemment. C'est parti. Quelle est l'image qui t'a le plus marqué? Ça peut être une photographie, ça peut être un film, ça peut être une peinture, ça peut... du moment que ça reste une image qui t'est le plus marqué. Ok, alors l'image, j'avoue qu'en vrai, la toute première image, je sais pas, mais je pourrais te dire, par exemple, le premier film que j'ai vu, que je me souviens, parce que un film, il y a des images, donc je pense que ça peut se rejoindre. C'est Kirikou et la sorcière, en 98, je l'ai vu, je devais avoir 4 ans, 3-4 ans à peu près. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a transporté dans ce film. Je veux dire, c'est des images que tu peux voir sur un peu des images cartes postales, j'ai envie de dire, voilà, de paysages africains que tu peux voir. Et je sais pas, ça m'a transporté vraiment ce film. Je me souviens en vrai de beaucoup d'images de ce film justement parce qu'il y a beaucoup de soins qui sont apportés dans les décors. Donc c'est ça que je trouvais très intéressant. En tout cas, ouais, la première image, je pourrais pas te dire la première image du film, mais voilà, le film en général, où vraiment je me souviens de pas mal d'images que j'ai pu voir dans le film. Et quelle a été ta première expérience cinématographique qui t'a au sortir de la salle du cinéma ou alors même si tu l'as vu dans ton salon, qui t'a poussé à en parler avec quelqu'un? Oula, bonne question. En vrai, j'allais beaucoup quand même au cinéma avec mes parents. Depuis petit, enfin voilà, mon premier film c'était Kirikou. Après, c'était dans les années 90, donc il y avait beaucoup de films d'animation pour enfants. T'avais l'âge de glace, t'avais les Shrek, t'avais tout ça. Mais je me souviens vraiment ma toute première vraie claque de cinéma, c'était le premier Harry Potter à l'école des sorciers en 2001. Où pareil là, enfin c'est un film où j'avais l'habitude de regarder des dessins animés, mais là de regarder un film qui est un peu plus mature pour un gamin de 6 ans et de dire ok, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout, l'univers des sorciers. Bon voilà, je connaissais Abracadabra, tout ça, mais je pouvais pas savoir que Harry Potter ça allait être la révolution que c'est aujourd'hui. Enfin, pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Et après Harry Potter c'est un peu devenu le film que j'allais voir en famille à Noël parce que ça sortait en décembre. Il y en avait à peu près, ça sortait une fois tous les 2 ans je crois. Et c'était vraiment le truc qu'on allait voir en famille. Et après, au fur et à mesure, je grandissais avec le film et les personnages, donc c'était super bien. Mais ouais, vraiment, c'est le film où là, vraiment, je me suis dit, ok, là, c'est plus du Disney, c'est autre chose. On est quand même dans un truc quand même qui est assez sombre pour un enfant de 6 ans, tout en restant très enfantin. Et puis après, j'ai commencé à lire les Harry Potter et puis à m'intéresser beaucoup plus à l'univers jusqu'à aujourd'hui. Après, je sais que quand j'ai eu l'occasion d'aller au cinéma tout seul, ou même sans mes parents, je discutais beaucoup avec mes amis à la sortie. Après, je pourrais pas te dire là le film. Ça y est, je vais au ciné tout seul. Là, je pourrais pas te dire là vraiment. Mais on va dire que depuis toujours, on discute de cinéma. Je discute de cinéma avec des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas eu, je veux dire, une période où je restais dans mon coin tout seul, vraiment à regarder peut-être des films. Et d'un coup, je me suis dit, je vais en parler avec des gens. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, tes premiers passeurs, c'était tes parents, en fait, qui t'ont transmis... C'est ça parce que j'avais beaucoup de VHS chez moi, parce que je suis fin des années 90, donc j'ai un peu connu les VHS, heureusement. Parce que je suis sûr qu'il y en a aujourd'hui... Et même, c'est même pas, je suis sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas ce que c'est même juste une VHS. Est-ce que tu penses que c'est un problème? Pardon de t'avoir interrompu parce que tu
Tu as dit un mot qui m'a un peu titillé. En parlant de VHS, alors bon, moi je suis vraiment un enfant de la VHS, mais sans vouloir rentrer dans les détails. Mais tu as dit heureusement en parlant de la VHS. Pourquoi heureusement? Bah parce que c'est des c'est des choses du passé, je trouve, qui te permettent, on va dire, de développer une certaine culture quand même avec une VHS, puisque aujourd'hui on a tout qui est rapide. Après, peut-être que t'en parleras peut-être plus vers dans ton entretien. Peut-être, je sais pas, si c'était une question sur avant, après, est-ce que c'était mieux avant, je sais pas. Sinon, est-ce qu'on en parle tout de suite, comme tu veux? Non, mais je n'avais pas l'intention de la poser cette question, mais j'ai l'impression que tu as envie d'y répondre sans que je te l'ai posé la question. D'accord, en gros, ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, vu que tout est beaucoup plus rapide, en fait, pour découvrir un film, série et tout, en fait, tu peux la découvrir tout de suite, tu vois. C'est vrai que, je reparle encore d'Harry Potter. Aujourd'hui, ça va être vraiment être le maître mot de l'interview, ça va être Harry Potter. D'accord. Mais voilà, par exemple, Harry Potter, quand ça sortait, t'attendais 6 mois avant de l'avoir en VHS. Et ça, c'était pareil. Je pense même que c'était, à plus long, genre peut-être fin 80, début 90, quand il y a eu les toutes premières VHS. Je sais pas quand c'est les premières VHS. Mais alors c'était début des années 80 et je sais que lorsqu'un film sortait en salle, il fallait attendre 1 an, parfois 1 an et demi, un peu plus pour que ça sorte effectivement en VHS. Mais j'ai l'impression que c'est le fait que la culture du cinéma, j'ai l'impression que pour toi c'est très très important de la voir, quoi, cette culture, cette grosse culture qui y a dans les strates de l'histoire du cinéma. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais, en fait, déjà la culture en général, enfin, de lire, d'aller au musée, d'aller au cinéma, d'être curieux. En fait, c'est ça vraiment, où c'est pas un truc que je me bats, mais c'est vraiment un truc que j'essaye vraiment déjà de faire avec moi-même, et après de l'inculquer peut-être à mes potes ou même à des gens que je connais pas ou autres. C'est de se dire, franchement, faut être curieux, faut pas en fait s'arrêter au premier degré, au premier visionnage, au premier d'un truc, parce que faut aller beaucoup plus loin en fait. C'est ça en fait le truc, c'est que avec une VHS, on le fait encore aujourd'hui, mais avec une VHS, en fait, tu avais l'occasion de revoir le film que tu avais peut-être vu au cinéma et que tu avais peut-être pas compris ou que tu avais peut-être pas aimé. Et avec une VHS, tu te dis, ah ouais, je vais peut-être la revoir et lui redonner une chance et tout. Et voilà, enfin, t'avais ça. C'est un peu la même chose avec les DVD, peut-être, je sais pas, ou avec. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, c'est ça. Il y a eu VHS, DVD, Blu-ray et tout. Mais là, vraiment, vu que les VHS, ça a été vraiment le tout premier rapport que j'ai eu en vrai au cinéma, parce que j'ai plus regardé des VHS quand j'étais petit que je suis allé au cinéma. Voilà. Après. C'était les VHS de tes parents, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis même qu'on achetait, parce que par exemple, j'ai encore une multitude de VHS Disney que je montrerai, je pense, plus tard à mes enfants. Ça, c'est sûr et certain. Parce que aujourd'hui, c'est bien de mettre tout sur une plateforme en streaming, mais si un jour il n'y a plus Internet, si un jour, je sais pas, ils décident d'enlever le film, t'as payé peut-être, mais le film ne t'appartient pas. Tandis que là, une VHS, un DVD, un Blu-ray, tout ce qu'il y a derrière là, ça t'appartient, ça m'appartient. Et en fait, si tu me piques le truc, c'est du vol. Là, si par exemple, je suis pas sur une plateforme, ils décident de t'enlever Peter Pan, il l'enlève et tu peux rien faire. Pourtant, le film t'as payé. Après, le film ne t'appartient pas. Donc c'est ça un peu, c'est un peu un problème des plateformes. En fait, voilà, je suis vraiment, tu vois, mitigé. Je suis 50-50. Tu vois, il y a des qualités de la plateforme qui sont trop bien parce que tu peux découvrir plein de films que tu pouvais même pas voir avant, que tu étais obligé d'aller dans les vidéoclubs. Caché et tout ça, enfin vraiment c'était un peu les films du rayon du haut que tu n'avais pas le droit de toucher. Là, c'est vrai que maintenant tout est à disposition, donc c'est un avantage et un inconvénient, parce que tu as ce truc de curiosité qui se perd. Par exemple, je sais pas, tu regardes un film le soir, tu dis ah bon, qu'est-ce que je vais regarder, je sais pas, tu regardes peut-être dans ta bibliothèque, tu regardes un peu tout ça, en fait tu dis ah ouais, peut-être ça je l'ai pas vu, t'es sur Netflix, juste tu scrolles, tu fais ouais, non, et en fait tu t'en fiches parce que tu regardes juste via une bande-annonce qu'il y a sur Netflix, ou même juste via un texte, ça te donne rien, tandis qu'avec une jaquette tu la regardes, tu regardes le résumé, tu regardes s'il y a des bonus, tu regardes en fait tu regardes tout, vraiment on va dire qu'il y a une espèce de rituel que je pense que ceux qui collectionnent aujourd'hui ont. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir l'objet dans la main, de le regarder, de se dire ok, c'est un objet comme ça, et après de dire ok, je mets le DVD, le Blu-ray, tout ça dans le lecteur, voilà, j'attends, il y a tout, bon, les trucs, la pub, tout ça, et ça fait un peu une expérience en fait de cinéma bis par rapport à un truc en streaming où tu cliques et tu as le film direct, c'est tout, t'as pas de
bah, t'as pas de message de prévention. Par exemple, à l'époque où on disait qu'il fallait pas télécharger, t'avais pas, voilà, le système, bon, tu changes les langues, ça tu peux le faire. Système de chapitres. Enfin, vraiment, t'avais vraiment tout ça qui se perd aujourd'hui parce qu'en fait, on veut être beaucoup plus rapide. Et ça, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que la plupart de tes consoeurs et confrères veulent aussi veulent aller aussi très vite. Et parfois, ils vont jusqu'à publier une vidéo par jour. Et quand un film sort en salle, soit ils ont eu la possibilité de le voir en projection de presse, ou soit ils le voient le jour même, mais très très vite, il faut que en gros, s'ils le voient à 8 heures du matin, il est fort probable qu'à 10 heures ou à 11 heures, il y ait une vidéo. Et alors, il y a deux questions, sans vouloir effectivement taper sur tes confrères et consoeurs, ça n'est pas le but, mais parce que tu me parlais de la durée, en fait, la durée de projection d'un film, le temps qu'il faut prendre. Quand je vais sur ta chaîne YouTube, tu as à peu près, je crois, si je me trompe pas, entre 60 et 70 vidéos, je crois que tu as, environ, ouais. Environ, ouais. Extrêmement surpris parce que la plupart ont je ne sais combien de vidéos et je me dis tiens, c'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est quelque chose quand tu as créé cette chaîne qui était pour toi fondamental, à savoir on va prendre le temps. S'il faut prendre 3-4 jours pour voir un film, essayer de le comprendre, de le disséquer, je prendrai 3-4 jours. Je ne vais pas m'adapter à la politique des vues. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est fondamental? Ouais, en vrai, c'est une super bonne question parce que déjà, sur ma chaîne, ce que tu as dû voir, c'est qu'il n'y a aucune vidéo critique d'un film qui est sorti récemment. Il n'y a pas de critique à chaud. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas de critique à chaud parce que déjà, ce terme critique, déjà, je trouve que sur YouTube, c'est un peu biaisé, tu vois, parce que en fait, on est juste des personnes qui donnent notre avis. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais en off, en mode, je suis personne sur YouTube, et c'est vrai, je suis personne. Je suis un gars juste qui donne son avis à ma façon, avec la forme et tout, mais voilà, je suis au fond. Tous ceux qui font des critiques à chaud, c'est pas des critiques, c'est des personnes qui donnent leur avis. Et je veux dire, une critique, de base, une critique, c'est un métier. Et je veux dire, je pense pas qu'à 80%, peut-être des personnes après qui sont peut-être, qui ont commencé comme ça, c'est pas leur métier. C'est juste un avis. C'est comme si tu étais avec tes potes et tu dis, bon bah voilà, j'ai vu Star Wars 9, alors Star Wars 9, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien. Bon, je vais pas te spoiler parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, mais c'est exactement ça, une critique. C'est un truc quand même qui est analysé. Et comme tu as dit, bah, si tu vas voir le film à 8 heures, comment tu veux te dire, vas-y, j'enregistre ma critique à 10 heures, je fais le montage de 10 heures à 13 heures, et à 16 heures, elle sort. C'est pas de la critique, c'est juste donner un avis. Et sauf que oui, voilà, on a donné ce terme critique parce que voilà, le film, on dit qu'il est bien ou mal, donc ça reste une critique. Mais moi, j'aime pas justement, et c'est pour ça que tu verras très peu, ou voire jamais sur ma chaîne, des critiques à chaud, des réactions, même des réactions bande-annonce, trailer et tout, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Parce que comment en fait tu peux te dire, ouais, je regarde ça, et tout de suite je dois donner mon avis par rapport aux vues. Enfin, vraiment, si je suis sur YouTube, c'est pas du tout pour les vues. C'est déjà pour parler de cinéma avec des gens qui sont passionnés. J'ai envie de dire, en fait, la passion, mais en fait, ce mot, c'est tellement devenu n'importe quoi parce qu'on met la passion voilà, avec les dollars, qu'en fait, maintenant, ça fait c'est un peu péjoratif. Mais ouais, en fait, de base, tous les vidéastes cinéma, et que ça soit cinéma-série, de base, c'est des personnes qui aiment le cinéma, qui ont envie de parler de cinéma. Après, il y en a qui sont devenus critiques au fur et à mesure. Mais tous les vidéastes qui ont commencé, mais ils ont commencé quoi? On a tous commencé dans notre chambre, avec une lumière dégueulasse, avec vraiment rien du tout, avec même un logiciel de montage pourri. Et bah aujourd'hui, oui, il y en a qui sont peut-être devenus peut-être journalistes, il y en a qui sont devenus peut-être même autre chose, il y en a qui font même ça à côté en tant que passion, enfin comme si tu faisais de l'équitation, un sport ou autre. Moi, c'est ce que je fais. Parce que je taffe à côté, mais YouTube, c'est pas ma source de revenus. De toute façon, je suis pas encore monétisable, donc voilà. Mais c'est pas du tout mon goal de dire ah là là, il faut que je sorte cette vidéo là rapidement parce que c'est biaisé. C'est comme par exemple, je sais pas, tu fais un gâteau. Et en fait, tu le fais goûter, tu le fais goûter à des gens.
Et tout de suite, en fait, tu donnes ta critique sans même, on va dire, avoir tout fini. Genre, tu manges une part et tu dis, ah ouais, non, ouais, c'est très bon et tout ça. Mais non, en fait, faut savourer, faut se dire, ok, le temps de digérer. En fait, c'est ça, tu peux pas donner, on va dire, un avis sans même l'avoir digéré, c'est impossible. Et là, pas tous, heureusement. Il y en a, je veux dire, qui font des vidéos, déjà, qui parlent pas de sujets, par exemple, type Star Wars ou autre, qui font des vidéos extrêmement, justement, qualitatives. Parce que qu'ils travaillent la vidéo, ils bossent le fond, la forme, et ça c'est ça qui est le plus important en fait. Parce que juste voir une critique d'un mec qui dit bon bah voilà Star Wars c'est pas bien. Enfin en vrai on en a une centaine. Et après je pense que beaucoup de gens de toute façon s'abonnent à ces chaînes plus pour le vidéaste, donc pour la personne le ou la vidéaste, plus que pour vraiment le contenu. Parce que le vidéaste va Parce que voilà, le vidéaste va apporter sa personnalité, son point de vue, tout ça. Et c'est ça que, on va dire, les gens apprécient, je pense. Je pense que si juste, par exemple, tu prends ma chaîne, je pense que dans ce que je parle dans la chaîne, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais après, je sais pas, enfin, c'est peut-être comment après les personnes l'amènent et tout. Bah, ça peut plaire, je pense. Il y a quelque chose d'assez surprenant sur ta chaîne, c'est que tu t'intéresses beaucoup au métier du doublage. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'est pas si récurrent sur les autres chaînes. Et donc je sens une certaine, dont tu parlais le mot curiosité, je sens que là pour le coup la curiosité elle est bel et bien présente. Est-ce que j'imagine que c'est quelque chose qui t'a toujours titillé le doublage depuis très longtemps. Tu t'es posé pas mal de questions sur ça. C'est pas quelque chose qui t'est arrivé du premier coup. Non, parce que depuis petit, en fait, je regardais mes films en VO et VF. Enfin, en fait, oui. On m'a toujours donné le choix. Ça que en fait, je défends justement sur ça, c'est que tu as le choix. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu le choix. J'ai eu le choix de voir ce film-là. On m'a jamais forcé. C'est pour ça qu'on me forcera jamais à regarder un film pour être, je sais pas, plus cinéphile, pour être tout ça. Jamais. Et que ça soit même les films totalement cultes. Là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai vu Citizen Kane et je ne l'avais jamais vu avant. Parce que je me suis dit, bon, ok, il y a le Fincher qui sort. Pourquoi pas? Je me suis pas forcé, mais je me suis dit, pourquoi pas le regarder et voilà, pourtant, on veut dire Citizen Kane, normalement, tout le monde est censé avoir vu ce film avant 20 ans. Là, j'en ai plus. Et ouais. Est-ce que ça t'a poussé, en voyant ce film-là d'une autre époque, d'une autre manière de faire du cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui t'a poussé à voir un peu ce qui se passait à l'époque, voir d'autres films du même metteur en scène d'ailleurs, Orson Welles, ou de l'époque? Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que en fait, c'est ça qui est pareil. En fait, là, voilà, ça c'est Citizen Kane, c'est le coffret voilà, que j'ai derrière là. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une multitude de bonus avec. Et c'est très très bien. Enfin, t'as les bonus, t'as des commentaires audio d'historiens, t'as des bonus sur l'avant-première. Enfin, vraiment, t'as vraiment toute la conception du film qui est cool. Donc en fait, tu vois le film, tu te dis, ok, le film est bien. Moi, j'ai vraiment trouvé bien. Je dis pas c'est un chef-d'œuvre parce que je le reverrai. Je pense, au fur et à mesure. Mais avec tous les bonus, en fait, ça m'a enrichi justement, je pense, sur un peu le film, sur un peu le statut culte. Attends, je mets la lumière, excuse-moi. Hop. Je t'en prie. Hop, sur le statut culte, du film. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que tu peux, grâce justement au support physique. Voilà, on revient dessus. Après, je reviens tout de suite sur le doublage. Grâce au support physique, en fait, tu peux avoir justement tout ce truc de bonus, de curiosité que tu n'auras pas en support dématérialisé. Après, on va dire oui, il y a sur YouTube. Mais sur YouTube, tu vas regarder le making-of, je sais pas, de Jurassic Park et peut-être juste après, tu vas tomber sur une autre vidéo qui n'a rien à voir. Là, c'est vrai que quand tu as les bonus, tu peux regarder tout d'un coup, tu peux tout faire. En fait, c'est ça, c'est que sinon, c'est YouTube qui va te le proposer. Mais c'est pas toi, je pense, qui va te dire hey, je vais regarder, vas-y, les bonus de ce film-là que j'ai vu télécharger très tard le soir et que j'ai pas aimé. Je pense que personne fait ça, par exemple. Ou il y en a, mais c'est très rare. Et pour revenir sur le doublage, avant, en fait, ça me dérange. Enfin, en fait, je voyais pas la différence, en fait, quand on est plus jeune. Hein, tu sais, tu disais, ouais, bon, la voix, je regarde le film. Tant pis, même qu'à l'époque, par exemple, je téléchargeais. Voilà, je le dis, je téléchargeais. Je téléchargeais même des fois des versions québécoises. Et ça me dérangeait pas. Et pourtant, au fur et à mesure, là maintenant, je me suis beaucoup plus habitué de toute façon aux versions françaises, au travail d'adaptation et tout. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est important parce que même dans les débuts,
de VHS, de DVD, il y avait des making-of sur le doublage. Par exemple, sur Atlantide, il y a le doublage avec Jean Reno, Patrick Timsit et Mousse Diouf, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, Mousse Diouf. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on te montre que ce métier, c'est déjà un métier où les comédiens s'amusent et qu'il y a un travail quand même énorme derrière. Et aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des vidéos, à part si c'est des vidéos avec des star talent, des vidéos qui vont montrer voilà comment ça se passe un doublage. Hein. Tu vas peut-être voir Squeezie qui va te dire ah ouais, j'ai fait un doublage, voilà tout ça. Il va te montrer un peu le studio, mais c'est tout. Après Squeezie, voilà, c'est pas le pire à incriminer dans le doublage. Lui, il s'est fait un kiff et c'est trop bien pour lui justement. Après, t'as des autres problèmes, ça dans le doublage. Qu'on prend par exemple des non-comédiens juste parce que eux ils sont plus cotés que d'autres comédiens qu'on ne connaît pas le nom. Mais par exemple, je suis sûr et certain que si on mettait un film, en tout cas on mettait la promotion d'un film avec, je sais pas, un comédien de doublage qu'on connaît extrêmement bien, je vais citer Richard Darbois, qui est la voix de Harrison Ford, de Jeff Goldblum, tout ça. Je pense qu'on met avec la voix de Harrison Ford, ou avec la voix française de Jeff Goldblum, tout ça, je suis sûr que les gens iraient. Sauf que le marketing, peut-être qu'ils s'en foutent. J'avais entendu parler de ça, c'était un autre gars qui en parlait, je sais plus qui, mais justement qui disait que c'est ça, si on mettait, je pense, la voix d'un comédien, je pense que ça pourrait attirer des gens. Bon, maintenant, on pourrait plus, mais avec la voix de Bruce Willis. Les gens connaissent la voix de Bruce Willis, donc ils disent « Ah, peut-être que je pourrais m'intéresser à ça. » Et en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement un débat stérile. C'est ce que je demande toujours quand je fais mes interviews avec les comédiens, c'est que penses-tu de ce débat VOVF? Ils me disent mais c'est un débat stérile et même eux ça les énerve et même moi ça m'énerve de le demander mais pourtant c'est factuel. Aujourd'hui il y a un débat VOVF qui ne devrait pas avoir, t'as le choix, regarde en VO et c'est tout. En vrai je regarde en VO et en VF, tu dis en VO ok t'as la langue c'est normal, tu le regardes en VF, tu te dis, ok, au moins, l'adaptation est bien travaillée. Après, si t'aimes pas, tu regardes en VO. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Et parmi les nombreuses rubriques de ta chaîne, il y a une rubrique qui s'appelait, si je me trompe pas, Confilmement. C'est ça? Oui. Voilà. Et donc, la question, elle est très simple, c'est que, avant le premier confinement, tu allais au cinéma, j'imagine, tu voyais des films, et puis ensuite, tu t'imaginais comment parler peut-être de tel ou tel film sans être une véritable critique, mais autrement. Ouais. Il y a eu le confinement, première étape, et là, la deuxième vient de se terminer. Comment tu as repensé tout cela? Comment est-ce qu'il y a eu, t'as eu des problèmes, des soucis pour trouver des moyens de comment dire, je veux pas dire alimenter ta chaîne, mais pour trouver du contenu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne t'a pas forcément déplu et tu t'es adapté assez rapidement? Ah non, en vrai le confinement ça a été en vrai ça a peut-être été la meilleure chose du confinement, c'est que j'ai pu expérimenter plein de trucs. Les confinements, comme tu as pu parler, c'était vraiment, je voulais tester le format audio, c'est-à-dire, vas-y, je parle de films que j'ai vus pendant le confinement, que j'ai dans ma collection ou autre. Et voilà, j'en parle vraiment de manière audio. J'avais écrit le texte, j'y allais pas du tout en mode impro. Et je me dis, voilà, ça, c'est un truc que je voulais tester. J'ai testé, j'ai bien aimé, mais on va dire que quand tu fais de l'audio sur YouTube, c'est plus compliqué. Donc, je pense que faudrait que je trouve, on va dire, une meilleure façon de garder ce truc confinement parce que c'est quelque chose que j'aimais bien et que les gens qui l'ont vu, ça les intéressait parce que ça leur peut-être donnait envie de regarder des films vu que de toute façon on n'avait que ça à faire pendant le confinement. Et après, pendant le confinement, j'ai découvert les lives YouTube que je ne faisais pas du tout avant. Donc, je me suis dit, quand même, oui. C'est quand même quelque chose qui est super cool parce que tu peux communiquer avec ta communauté de manière directe, tu es beaucoup plus proche d'eux et tu peux proposer des sujets même que tu peux parler, peut-être qu'en vidéo c'est peut-être plus embêtant parce que le temps, parce que montage, parce que tout ça. Après je mets pas du tout les vidéos de côté, j'essaie de rester à 2-3 vidéos par mois, vraiment de vidéos montées et de proposer des lives là comme je propose depuis oui, j'ai vu, mais la particularité de tes lives, si je peux me permettre, ça n'est pas forcément que des lives sur une thématique bien précise, c'est des jeux en fait. Il y en a un qui s'appelle, si je me trompe pas, Screen Test, quelque chose comme ça. Et cette partie, elle est très bien. Enfin, je trouve ça génial. Une image, il y a deux trois
membres issus de la communauté, voilà, invités, et tu leur montres des images extraites de films. Parfois, c'est quand même assez dur, les images que tu leur balances. Et ils doivent trouver le titre du film. Alors, parfois, ils ont une chance. Il y a 2, 3 images sur un même film. Et pour toi, c'était très important de... Comment dire généralement, quand on va voir un film dans une salle de cinéma, on voit le film, tout se passe bien. Ensuite, on sort de la projection, on a très envie d'en parler avec des gens. Est-ce que tu as cette impression qu'avec ce genre de méthode, c'est-à-dire le live, tu as beaucoup plus de possibilités d'échanger des choses avec des personnes, donc en live, que dans la vie réelle? Alors, le mieux quand même, c'est de discuter avec des personnes. Mais en fait, en live, tu peux expérimenter des choses que là, on ne peut pas faire parce que c'est confinement. En vrai, les screen tests, de base, c'est un concept que tu peux faire chez toi avec des potes. Et c'était un concept que tu faisais aux séances Panic Cinéma à Paris, qui est une assos, qui parle de cinéma. On fait en gros des séances thématisées, par exemple. Je sais pas, on va présenter un film, il va avoir des animations, il va avoir plein d'activités à côté. Présenter justement avec Karim Debache. Ça, c'est très cool aussi. Donc comme ça, on va dire que tu as vraiment 2 univers, on va dire, qui se rejoignent. Et après, ce qu'il y avait à la fin, c'est qu'il y avait cette espèce de screen test avec le public dans une salle de cinéma. Et ça, je trouvais ça énorme, vraiment de faire ça. En vrai, un screen test, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, mais avec... en fait, il suffit juste un écran et des gens. En fait, c'est tout. Là, c'est parce que je le fais en live parce que je peux faire que ça. Mais si un jour, on me propose de dire, on te propose, je sais pas, une salle, un truc de cinéma et tout, je dis, mais je fais un screen test mais dans une salle de cinéma, mais directement. Ou même... Et sur quel critère tu choisis pardon de t'avoir interrompu, tu disais... Non, vas-y. Je te demandais sur quel critère choisis-tu tes invités? Alors déjà, faut que ça soit des personnes que j'ai déjà vu leur chaîne, que j'aime bien sur tout ce qu'ils font. Genre, je vais pas prendre quelqu'un que je ne connais pas, ou juste parce que de me dire ah là, il va me faire ramener beaucoup de monde. Non, la plupart, c'est des soit c'est des collègues vidéastes, il y en a, c'est des amis proches. En fait, ça dépend et surtout, je leur propose. En fait, c'est vraiment même si c'est quelqu'un admettons que je connais pas trop. Après, admettons, je prends Omar Sy. Par exemple, si je dis voilà, je prends Omar Sy, c'est juste en gros de me dire je fais un jeu avec Omar Sy. Pas me dire ah là, je suis avec Omar Sy. Oh là, je pèse dans le game. Non, c'est de dire allez, parce que Omar Sy, c'est une personne comme toi et moi qui va aux toilettes, qui dort, qui mange, et de se dire ouais, on fait un jeu avec Omar Sy, il y a aucun problème. Je pense de faire ça et je pense que la personne, c'est ça que je veux faire dans les screen tests, c'est que les personnes s'amusent, vraiment que les personnes s'amusent et pas qu'elles soient là vas-y balance ton en fait ça fait à peu près une vingtaine de minutes que nous discutons. Je m'aperçois que s'il n'y avait pas l'onglet vue sur ta chaîne, c'est la même chose quoi. Tu t'en fous un peu, j'imagine. C'est vraiment. En vrai, oui, mais en même temps, ça serait hypocrite de dire que les vues, je m'en fous, parce que les vues, c'est quand même le meilleur. C'est le seul moyen de voir, on va dire, si les gens s'intéressent à ton contenu. Mais genre, par exemple, je ne vais pas me faire des suppositions, des théories. Oh là, j'ai pas fait de vue là, donc là, la prochaine fois, je vais faire ça. Je me remets en cause. Je me dis, bon, là, ça n'a pas marché. Je me dis, bon, soit c'est le thème, soit c'est. Il y a plein de trucs qui font que ça n'a pas marché. C'est le thème, l'heure, le moment. Ça arrive tout le temps. On se remet tout le temps en cause, mais jamais je me dirais, oh là, bon, là, je refais la même vidéo, mais je la ressors, admettons, à 14h pour avoir plus de vues. Non. Parce que quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais au début une centaine de personnes qui me suivaient. Et encore, voilà, une centaine de personnes, t'enlèves la moitié, donc on va dire ça fait 50 personnes. Et encore 50 personnes sont abonnées, mais est-ce que les 50 personnes regardent? Non, par exemple. Ça, c'est... Voilà, l'intégralité de ta vidéo, par exemple. Voilà, c'est ça. Je sais que là, j'ai 800 abonnés à peu près. Je sais, dans les 800, tout le monde ne regarde pas et je ne force pas les gens du tout à regarder. C'est ceux qui veulent. Regardez, là, en live, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on commence à avoir une petite communauté de personnes qui sont là tout le temps. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que c'est des personnes, je pense, qui aiment bien être là et qui aiment bien suivre. En fait, ça fait un peu comme la télé. Parce que vu que maintenant, il y a beaucoup de live sur YouTube, les gens, ils peuvent switcher. Si par exemple, à un moment donné, il y a peut-être un petit coup de mou dans mon live, ils vont voir un autre live et après, ils vont... Et ça, c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas ce truc de compétition. En tout cas, je le sens pas avec les lives. Peut-être qu'il y en a... Je sais qu'il y a de la compétition. Je le sais, c'est sûr. Enfin, c'est même quasi sûr. Mais pas en live où genre, je sens pas le... Ou alors c'est des personnes que je ne connais pas.
et que j'ai pas envie de connaître. Mais sinon, attends, tu m'avais posé l'autre question. Oui, c'est ça, juste avant, pour sur justement le confinement, tout ça, comment j'avais réussi À t'adapter. À m'adapter. Bah, je me suis dit, en vrai, là, c'est le moment. C'est le moment parce que bah, les films ne sortent pas en salle. Donc, moins de vidéos, on va dire, sur voilà, ce type de film. Donc, je me dis, là, c'est à nous, la petits youtubeurs que nous sommes, entre ceux qui ont entre 0 et 2000 abonnés, peut-être, de se dire, mais là c'est le moment de proposer des trucs. Là, il faut faire des choses. Il faut tout le temps proposer. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je suis comme ça. J'ai toujours envie de faire quelque chose. Genre, si j'ai pas envie de le faire, bah, je le fais pas. C'est tout. Je vais pas me forcer à faire quelque chose juste pour que les gens m'aiment bien, juste pour que. Juste pour la fame. Non, loin de là, le plus important, c'est que c'est les gens qui ça les divertit. Parce qu'au fond, on est des animateurs qui divertissent. Par exemple, jamais je pourrais me dire je suis critique de cinéma. Jamais. Parce que j'ai l'impression que tu places vraiment en haut d'un piédestal cette notion de critique de cinéma. Bah j'ai ouais, là. Bah ouais, c'est ça, parce que bah en vrai, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, quand la plupart des vidéastes ne sont pas critiques de cinéma. Et voilà, ils disent critique, mais non, c'est juste une discussion. À la limite, c'est une discussion, c'est un débat, c'est encore un autre mot, mais non, critique de cinéma, non. Enfin, c'est par exemple, tu regardes les toutes premières vidéos, c'est loin d'être de la critique. Hein, je donne juste mon avis en mode blasé en plus. Donc, d'où il y a un fond dans ce que je raconte. Il y a peut-être la forme, parce que voilà, il y a ce personnage de mec blasé qui parle de cinéma, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et bah, les gens aiment ou ils aiment pas. Et c'est tout, quoi. C'est le plus important, c'est de parler de cinéma, de parler même de plein de trucs, parce que j'ai eu l'occasion même de parler de musique, de parler de jeux vidéo. Un peu de jeux vidéo, et c'est cool, en fait. C'est que je me force pas à dire, voilà, je parle que de ça. Je pourrais être, par exemple, juste une personne qui fait que des lives, et c'est tout. Et on pourrait me voir que comme ça. C'est vrai. Mais si tu creuses un petit peu, je pense, il y a plus. Ça, c'est sûr. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième conversation avec un YouTuber. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou laisser un commentaire, une suggestion, une critique. Nous sommes là, nous sommes très attentifs. N'hésitez pas. Je vous souhaite une agréable semaine. Bonne fête de fin d'année et on se retrouve pour un 3e épisode de Fait Croquer très bientôt. Salut les kids.